Avant de commencer l'histoire, mets le nom et le drapeau de ton pays dans le commentaire. Le dortoir des filles était toujours animé par différents clans. Au pensionnat pour filles de Sainte-Catherine, les groupes sociaux étaient clairement définis. Les grandes filles influentes, les studieuses et les naïves. Les premières régnaient sur l'école comme de véritables reines. Parmi elles, 3 filles, Tola, Sandra et Betty, audacieuses, élégantes et intouchables. Aucune élève de première année n'osait croiser leur chemin, à moins de vouloir le regretter. Leur dortoir était un mélange de personnalités. Anita, une fille calme et intelligente, y vivait également. Elle préférait rester en dehors des ennuis, s'occupant de ses affaires et se réfugiant dans ses livres, plutôt que dans le drame qui régnait à l'auberge. Pourtant, partager le même espace que Sandra, Tola et Betty signifiaient assister à des choses troublantes. Peu de personnes savaient que l'auberge des filles cachait un sombre secret, au centre duquel se trouvait Madame Chioma, la directrice. Officiellement, elle veillait à maintenir l'ordre et la discipline. En réalité, elle dirigeait une activité clandestine. Elle recrutait certaines filles pour les faire sortir discrètement la nuit et les envoyait rencontrer des hommes riches en ville. Elle ne choisissait pas n'importe qui, seulement celles dont elle savait qu'elles joueraient le jeu et garderaient le silence. Certaines élèves connaissaient la vérité, mais aucune n'osait parler, consciente des conséquences de s'attirer les foudres de Madame Chioma. Avant de continuer, like et abonne-toi pour soutenir la chaîne qui vous donne des belles histoires chaque semaine. Active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Merci, bonne vidéo. Un vendredi soir, après l'extinction des lumières et le silence habituel, Sandra, Tola et Betty restèrent éveillées. À minuit pile, Madame, qui frappa discrètement à leur fenêtre, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Préparez-vous, nous partons dans 5 minutes. » Les filles échangèrent un regard complice et enfilèrent rapidement leurs tenues, robes moulantes, talons hauts, maquillage prononcé pour dissimuler leurs traits juvéniles. Elles sortirent sur la pointe des pieds, évitant le moindre bruit. Madame Chioma les mena vers une sortie arrière que peu d'élèves connaissaient. Anita, qui feignait de dormir, les vit partir, le cœur battant, trop effrayée pour intervenir. Devant les grilles de l'école, une élégante voiture noire attendait, moteur allumé. Au volant, un homme portant des lunettes noires. Sans un mot, les filles montèrent à l'arrière et le véhicule s'élança dans la nuit. Le trajet vers la ville se fit dans un silence pesant, seulement bercé par le léger bourdonnement de l'autoradio. Après presque 1 heure, elles arrivèrent devant une boîte de nuit illuminée par des néons clignotants. L'air embaumait le parfum cher et l'alcool. « Rappelez-vous les règles, leur dit Madame, qui d'un ton ferme. Ne posez pas de questions, ne parlez pas inutilement. Faites ce qu'on vous demande, et tout ira bien. » Elle savait comment ça fonctionnait. En entrant, une vague d'excitation les envahit. Le club regorgeait d'hommes riches, riant, buvant, jetant des liasses de billets. Tous les regards se tournèrent vers elle, les examinant comme des biens précieux. Madame Chioma les conduisit directement dans la section VIP, où 3 hommes plus âgés buvaient de l'alcool haut de gamme. L'un d'eux, un homme bedonnant portant plusieurs bagues en or, afficha un large sourire. « Madame Chioma, vous apportez toujours le meilleur. » Tola afficha son plus beau sourire, sachant exactement quoi faire. Sandra et Betty suivirent son exemple, s'installant aux côtés des hommes et entamant une conversation coquette. Les verres s'alignèrent, l'argent changea de main, et la nuit se déroula comme à l'accoutumée. De retour à l'auberge, Anita se tourna et se retourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Elle savait que quelque chose clochait. Et si un jour tout s'écroulait? Et si quelqu'un découvrait ce qui se passait réellement? Mais, dans cette boîte de nuit, au milieu de la richesse et du secret, Tola, Sandra et Betty ne se souciaient de rien d'autre que de profiter de l'instant. Le lendemain matin, l'auberge bourdonnait du tumulte habituel. Des filles se précipitaient vers les toilettes, se disputant pour remplir leur seau d'eau, tandis que d'autres s'habillaient en vitesse avant la cloche. L'air sentait le savon, le dentifrice et les déodorants bon marché. Contrairement aux autres, Tola, Sandra et Betty prenaient tout leur temps. Membres influentes du cercle des grandes filles, elles vivaient selon leurs propres règles. La sortie de la veille avait été un succès,
beaucoup de boissons, de rires et d'argent. Comme toujours, Madame Chioma avait fait sa ronde pour vérifier que tout allait bien, avant de les ramener discrètement à l'aube. Anita, qui n'avait presque pas dormi, les avait observés depuis son lit, entendant le grincement discret de la porte arrière à leur retour. Elle aurait voulu leur demander où elles étaient allées, mais elle savait qu'il valait mieux se taire. La dernière chose qu'elle désirait, c'était attirer leur attention. En chemin vers le lieu de rassemblement, Tola aperçut une petite élève, timide de première année, peinant à porter un seau d'eau. Avec un sourire narquois, elle lui barra la route. « Où penses-tu aller » demanda-t-elle. « Aux toilettes, Seigneur » répondit la jeune fille d'une voix tremblante. « Nous avons plus besoin de cette eau que toi. » Trouvant une autre, lança Tola d'un ton désinvolte. La petite ouvrit la bouche pour protester, mais la referma rapidement. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas défier les grandes filles. Anita soupira en voyant la scène. Elle détestait cette hiérarchie injuste, mais ne pouvait rien y changer. Les grandes contrôlaient tout, et même les préfets craignaient de leur tenir tête. À l'heure du petit déjeuner, la cafétéria ressemblait à un champ de bataille. Les grandes filles avaient leur propre table à l'avant, où personne d'autre n'osait s'asseoir. Alors que la plupart des élèves devaient se contenter de haricots à queue et de pain sec, Tola et ses amis savouraient des portions généreuses, offertes par un personnel trop intimidé pour refuser. Plus tard dans la soirée, après les préparatifs, les filles regagnèrent l'auberge pour se préparer à une nouvelle sortie clandestine. Madame qui leur avait déjà donné le signal plus tôt dans la journée. Allongée sur son lit avec un livre, Anita aperçut Tola et les autres en train d'enfiler des tenues différentes. Betty surprit son regard. « Qu'est-ce que tu regardes » lança-t-elle en arquant un sourcil. « Rien » marmonna Anita en détournant les yeux. « Tola ricana, occupe-toi de tes affaires, sinon tu le regretteras. » Anita acquiesça rapidement, le cœur battant. À minuit pile, Madame Chioma apparut comme la veille, mais cette fois avec encore plus de filles, venues de plusieurs chambres, toutes apprêtées pour une nouvelle soirée. Anita resta éveillée, le regard fixé au plafond. L'auberge était censée être un lieu sûr, mais pour certaines, c'était devenu tout autre chose. Elle aurait aimé trouver le courage de parler, mais elle savait que quiconque dénoncerait Madame qui le paierait cher. Pendant ce temps, en ville, les filles arrivèrent dans un autre club. Musique assourdissante, lumière clignotante, odeur d'alcool, l'ambiance leur était familière. Des hommes riches, puissants et prêts à dépenser les attendaient. Tola et ses amis entrèrent avec assurance, prêts à jouer leur rôle. C'était leur vie désormais. Il n'y avait plus de retour en arrière. Plus tard, l'atmosphère dans la chambre devint lourde. Betty, assise sur son lit, les mains tremblantes, fixait le sol. « Je ne sais pas quoi faire » avoua-t-elle d'une voix à peine audible. « J'ai raté mes règles le mois dernier, mais je pensais que c'était le stress. Je n'y ai pas prêté attention. Puis ce mois-ci, rien. J'ai commencé à me sentir étrange, alors j'ai emprunté un test de grossesse à une fille de terminale. Elle avala sa salive avec difficulté avant de poursuivre. C'était positif. Tola prit une longue inspiration. « Tu es sérieuse ?» demanda Sandra en s'asseyant à côté de Betty, le visage pâle. « C'est mauvais, vraiment mauvais. Si l'école l'apprend, si mes parents le découvrent. » Elle s'interrompit en secouant la tête. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Betty baissa les yeux, impuissante. « Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous en parle. » Toutes se tournèrent vers Tola, la plus franche du groupe. Elle se mordit à la lèvre, pensive. « On doit le dire à Madame Chioma. Elle saura quoi faire. » Sandra hésita. « Tu penses qu'elle va être en colère ?»« Bien sûr qu'elle le sera, » répondit Tola, « mais on n'a pas le choix. » Elles restèrent silencieuses quelques instants, puis Betty finit par hocher la tête. « D'accord. Allons la voir après l'extinction des feux. » À minuit, les filles quittèrent l'auberge sur la pointe des pieds et se dirigèrent vers les quartiers de Madame Chi. Elles frappèrent doucement. La porte s'ouvrit presque aussitôt. La directrice, en chemise de nuit, les bras croisés, les observait d'un air suspicieux. « Que faites-vous ici, les filles » demanda-t-elle en scrutant leur visage nerveux. Tola s'éclaircit la gorge. « Madame, il y a un problème. » Madame Chioma haussa les sourcils. « Quel problème » Betty s'avança, tremblante. « Je suis enceinte.
Un silence lourd tomba. Puis Madame Chioma cracha. « Espèce d'idiote! Je ne vous ai pas donné de préservatif pour rien. J'en avais un, mais cette fois, l'homme a dit qu'il pouvait se retirer. Il a promis. » Madame Chioma ricana amèrement. « Et tu l'as cru? Les hommes diraient n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent. » Les lèvres de Betty tremblaient. Madame, qui soupira, secoua en la tête. « Il n'y a plus de retour en arrière. On doit régler ça avant que quelqu'un ne la prenne. » Elle alla jusqu'à un tiroir, en sortit un petit paquet de pilules et le tendit à Betty. « Prends-en 2 maintenant, 2 autres dans 6 heures. Faites exactement ce que je dis, et ce sera terminé. »« Est-ce que ça marchera ?» demanda Betty, la voix brisée. L'expression de Madame Chioma se radoucit à peine. « Oui, mais ne refais jamais cette erreur. » Betty, les mains tremblantes, prit les pilules et les avala avec une gorgée d'eau. Le lendemain matin, tout semblait normal jusqu'à ce qu'un gémissement étouffé réveille Sandra. Elle trouva Betty recroquevillée, le visage tordu de douleur. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas, mon ventre. » Tola tira le drap et blêmit. Il y a du sang partout. Betty baissa les yeux, terrifiée en voyant les taches rouges sombres sur son lit. « C'est trop, gémit-elle. On doit nettoyer avant que quelqu'un ne voie. » Anita, qui faisait semblant de dormir, sentit son cœur s'emballer. La cloche du matin retentit, réveillant les dernières dormeuses. Mais Betty ne bougea pas. Sandra s'approcha. « Betty, lève-toi, c'est presque l'heure du rassemblement. » Pas de réponse. Prosodie Reit. Elle ouvrit les yeux, ils étaient vitreux, perdus dans la douleur. « Je ne peux pas me lever, » murmura-t-elle faiblement. Sandra échangea un regard inquiet avec Tola, puis sortit précipitamment chercher Madame Chioma. « Qu'est-ce qu'elle a encore » demanda celle-ci en s'approchant du lit. « Elle empire. Elle n'a pas mangé, elle a froid et Sandra est trempée, » répondit Tola. « Très bien, je m'en occupe. Vous les filles, préparez-vous pour le cours. Dites à vos capitaines que Betty est malade et qu'elle a ma permission de rester ici. »« Mais, » commença Sandra. « Pas de mais, » coupa Madame Chioma. « Et pas un mot à qui que ce soit, ni à vos camarades de classe, ni à vos colocataires. Si cette histoire s'ébruite, vous le regretterez toutes. » Les filles acquiescèrent, le cœur lourd, et quittèrent la pièce en silence. Anita, qui avait tout entendu, garda le silence. Mais ce silence pesait lourd. Dans la chambre, Betty serrait son ventre avec force, les larmes coulant sur ses joues. Madame qui tenta de lui faire boire de l'eau chaude et de lui donner plus d'analgésique. Mais Betty n'avait plus la force de tenir la tasse. Le saignement ne cessait pas, et elle s'affaiblissait d'heure en heure. Lorsque la cloche de la récréation retentit, les élèves se précipitèrent vers l'internat. Sandra et Tola furent les premières à entrer dans la chambre et restèrent figées. Betty était allongée sur le sol, à peine consciente, les lèvres blanches, son vêtement trempé de sang. Sa respiration était faible et irrégulière. « Oh mon Dieu !» cria Sandra en se précipitant vers elle. « Tola appelle Madame Chioma. » En quelques minutes, Betty fut transportée à la petite clinique de l'école. Les infirmières s'activèrent, l'allongèrent sur un lit, posèrent une perfusion et contrôlèrent ses signes vitaux. Mais son pouls était faible et l'hémorragie ne cessait pas. « Il faut la transférer, c'est au-delà de nos moyens », murmura l'une d'elles à l'autre. La nouvelle se répandit vite, mais avec discrétion. Moins d'1 heure plus tard, les parents de Betty avaient été contactés et priaient de venir immédiatement. Pendant l'attente, Sandra, Tola et Anita étaient assises devant la clinique, sous le regard dur de Madame Chioma. « Si vous dites un mot à qui que ce soit, prévint-elle froidement, vous serez expulsés. Vous m'entendez? Ne me testez pas. » Les 3 filles hochèrent la tête, terrorisées. 2 heures plus tard, un SUV noir franchit le portail de l'école et s'arrêta devant la clinique. Une femme en sortit en courant, la mère de Betty, affolée, haletante. « Où est ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé » cria-t-elle. « À l'intérieur. » Elle entra précipitamment et découvrit Betty allongée, immobile, le teint livide. « Betty, Betty, qu'est-ce qui t'est arrivé » sanglota-t-elle en se jetant à genoux. Betty ouvrit lentement les yeux, tentant de parler. « Parle-moi, mon bébé » supplia sa mère. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait » Betty secoua faiblement la tête. « Rien, maman, je suis juste malade. » Insatisfaite mais démunie, la mère de Betty l'aida à se lever et la fit monter dans la voiture. Elle prit la direction de l'hôpital familial en ville.
Betty posa sa tête sur ses genoux, gémissant faiblement. Mais alors qu'elle franchissait les portes de l'hôpital, Betty poussa un long soupir, puis ne respira plus. « Betty, Betty !» La mère se rua aux urgences en klaxonnant frénétiquement. Des infirmières sortirent avec une civière et emmenèrent Betty à l'intérieur. Après un examen rapide, le médecin revint, l'air grave. « Je suis désolé, elle était déjà décédée à son arrivée. » Le cri déchirant de la mère résonna dans tout l'hôpital. Le lendemain, elle retourna à l'école, les yeux gonflés, la voix tremblante. Elle entra dans le bureau du directeur, exigeant de savoir ce qui s'était passé. Mais personne ne lui donna de réponse claire. Même face aux filles impliquées, toutes restèrent muettes. Sa fille était morte, et personne ne voulait dire pourquoi. L'atmosphère de l'école avait changé du tout au tout après la mort de Betty. Des murmures s'élevaient dans les couloirs, lourds et confus, comme une fumée qui ne se dissipe pas. Les élèves circulaient les yeux pleins de questions, tandis que les professeurs, bien que visiblement inquiets, restaient muets. Mais la véritable tempête éclatait dans le bureau du directeur. Ce matin-là, la mère de Betty était revenue, accompagnée de son cousin avocat. Sa voix, tranchante de colère, résonnait dans la pièce. « Je veux savoir ce qui a tué ma fille. Vous cachez quelque chose. » Le directeur, nerveux, ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge. « Madame, je vous en prie, calmez-vous. Nous comprenons votre douleur. C'est pourquoi j'ai fait venir la directrice de l'auberge. Elle pourra peut-être vous éclairer sur ce qui s'est passé avant que votre fille ne tombe malade. » Quelques minutes plus tard, Madame Chioma entra, l'air calme et imperturbable. Elle portait un élégant ankara noué autour de la taille, un chemisier formel et sa perruque habituelle qui lui donnaient un air digne. Mais derrière ses yeux confiants se cachait la panique et un plan. Avant de se rendre au bureau du directeur, elle avait filé à l'auberge, entraînant Sandra, Tola et Anita dans le débarras avant de verrouiller la porte. « Écoutez-moi bien », lança-t-elle d'une voix basse et tranchante. « Vous savez ce qui s'est passé. Sa mère menace l'école. Si l'une de vous dit quelque chose de stupide, nous sommes toutes perdues. Et si je tombe, je vous entraîne avec moi. » Anita tremblait. Sandra baissa les yeux, terrifiée. Mais Tola la fixa droit dans les yeux. « Qu'est-ce que vous allez dire, madame ?» demanda Sandra d'une voix hésitante. « Je dirais que Betty s'est faufilée dehors. Je l'ai attrapée il y a quelque temps et je l'ai avertie. C'est l'histoire. Elle s'est mise en danger toute seule. Ce qui lui est arrivé vient de son imprudence. Vous allez mentir sur Betty. » s'exclama Anita, les yeux écarquillés. Madame Chioma leva un doigt menaçant. « Surveille ta langue ou tu finiras comme elle. Je vous protège toutes, alors fermez-la. Retournez à l'auberge, lavez vos visages et ne dites rien à personne. » Puis elle quitta la pièce. Quelques instants plus tard, elle entra dans le bureau du directeur, affichant une expression de fausse inquiétude. « Bonjour, monsieur. »« Madame Chioma, » dit calmement le directeur, « nous essayons de comprendre ce qui a pu mener au tragique décès de Betty. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal chez elle ?» Madame Chioma soupira. « Oui, monsieur, je ne vais pas mentir. Betty était une fille perturbée. Il y a environ 3 semaines, je l'ai surprise en train de quitter l'auberge en cachette. Elle a refusé de dire où elle allait. Je l'ai punie et avertie de ne plus recommencer. » La mère de Betty parut stupéfaite. « Vous dites que ma fille s'est faufilée dehors? Pourquoi ne m'a-t-on jamais prévenu ?»« Madame, » répondit doucement la matrone, « nous gérons parfois certaines situations en interne pour protéger la réputation des élèves. Nous ne pouvions pas savoir que cela finirait ainsi. J'ai essayé de la guider. Elle avait de belles qualités, mais elle fréquentait le mauvais groupe d'amis. » La mère de Betty fixa Madame Chioma, les lèvres tremblantes, partagées entre colère et douleur. « Je ne vous crois pas, » dit-elle doucement, « mais je découvrirai la vérité. » Elle se leva, ramassa son sac et ses dossiers, puis quitta le bureau. Ses pas résonnaient dans le couloir jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la lumière du soleil. Cette nuit-là, l'ambiance dans la chambre était lourde. Les 3 filles restantes étaient assises par terre, la seule lumière venant d'une ampoule faiblement allumée au plafond. Le ventilateur grinçait à chaque rotation. « Je ne pense pas pouvoir continuer, » brisa Sandra. « J'ai peur. Et si on était les prochaines ?»« Tu réfléchis trop, »
répondit froidement Tola en s'allongeant sur son matelas. Betty a fait une erreur. Elle n'a pas utilisé de protection. Ce n'est pas notre faute. Elle est morte, murmura Anita. Elle s'est vidée de son sang. Sandra baissa les yeux. Je veux arrêter. Je ne veux plus sortir. Je n'arrive plus à dormir la nuit. Tola ricana. Tu es naïve. Écoute, il suffit d'être plus prudente. Pas d'accord douteux, pas de drame. Madame Chioma nous protège. Tu veux vraiment finir virée de l'école? Un silence suivit. Très bien, marmonna Sandra, mais plus de risques inutiles. Tola eut un faible sourire. Voilà qui est mieux. La conversation s'éteignit, chacune se réfugiant dans ses pensées. Dehors, le vent soufflait sur le dortoir, emportant avec lui des secrets bien trop lourds pour des filles de leur âge. Et comme si de rien n'était, la vie à l'école reprit. Les cours, les rires, les ragots et l'horreur silencieuse que personne n'oubliait. L'arrivée de Scolola dans la chambre apporta une énergie nouvelle. Soignée, calme, observatrice, mais aussi chaleureuse, elle se fit rapidement apprécier. Très vite, elle et Anita se rapprochèrent. Encore bouleversée par la mort de Betty, Anita trouva un certain réconfort auprès d'elle. La nuit, lorsque les lumières étaient éteintes, Anita se mit à lui confier des bribes de vérité sur ce qui se passait réellement. Elle évitait les noms et les détails, mais en disait juste assez pour éveiller sa curiosité. « Madame Chioma fait plus que simplement superviser », murmura-t-elle dans le noir. Anita hocha légèrement la tête. « Elle est connectée, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. » En quelques jours, après avoir observé Sandra et Tola, Scolola commença à assembler les pièces. Elle remarqua leur sortie nocturne en compagnie de Madame Chioma, leur tenue qui ne faisait pas partie de l'uniforme, les chaussures luxueuses cachées sous le lit de Sandra, le parfum coûteux interdit par le règlement et leur regard fatigué au petit matin. Un après-midi, pendant le dîner, Anita et Scolola s'assirent à l'écart, au bout d'une longue table en bois. Autour d'elle, le vacarme des discussions et des cuillères heurtant les assiettes, mais elle parlait à voix basse. « Je veux les aider, mais je ne sais pas comment. » murmura Anita en triturant ses haricots. Les yeux de Scolola se plissèrent. On ne peut rien dire à l'administration. Madame Chioma couvre trop bien ses traces, mais on pourrait prévenir leurs parents. Anita acquiesça aussitôt. Oui, c'est une meilleure idée. Plus tard, après les préparatifs du soir, elles décidèrent d'en parler directement aux intéressés. Tola était allongée sur son lit, se vernissant les ongles, tandis que Sandra, assise près de la fenêtre, regardait dehors. « Il faut qu'on parle, » lança Anita. Tola leva à peine les yeux. « De quoi ?»« De tout ça, » répondit Scolola. « Les mensonges, les sorties nocturnes, le danger. Betty est morte à cause de ça. » Tola se redressa, son visage se fermant. « Écoutez bien, si j'entends l'une de vous répéter ces bêtises à quelqu'un en dehors de cette chambre, vous le regretterez. » Sandra, mal à l'aise, regarda alternativement Tola et Anita sans rien dire. « Pas de mais, » trancha Tola. « Occupez-vous de vos affaires. » Un silence tendu s'installa et la conversation mourut sur ces mots. « Problème ? Tais-toi, » trancha Tola. La pièce tomba dans un silence lourd. La conversation mourut avant même d'avoir commencé. Cette nuit-là, lorsque Madame Chioma frappa doucement à la porte et appela Sandra et Tola, Scolola et Anita restèrent allongés dans leur couchette, chuchotant dans l'obscurité. « Elle a peur, » dit Anita à propos de Sandra, mais elle est coincée sous l'influence de Tola. « Elle finira par reprendre ses esprits, » répondit Scolola. « Nous devons juste agir vite avant qu'il ne soit trop tard. » Le lendemain, elles guettèrent patiemment le bon moment. En fin d'après-midi, lorsque Sandra et Tola partirent au terrain de basket avec quelques élèves de terminale, Scolola lança. Maintenant, elles se précipitèrent dans le coin de Tola. Scolola ouvrit sa petite boîte métallique et feuilleta rapidement ses livres et cahiers, tandis qu'Anita fouillait son sac. Rien pour l'instant, puis Scolola tomba sur un petit journal intime coincé entre deux manuels. En le feuilletant, elle trouva surtout des paroles de chansons et des citations, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un numéro griffonné « Maman » et un autre noté « Oncle chauffeur ». « C'est ça », chuchota-t-elle en pointant la page. Les yeux d'Anita s'illuminèrent. « On tient quelque chose. » Elles copièrent rapidement les numéros sur un morceau de papier et replacèrent tout exactement comme elles l'avaient trouvé. La cloche retentit dehors
Les filles allaient bientôt revenir pour se changer. Ce soir-là, elles firent semblant de dormir tôt. Vers 22 heures, Madame Chioma revint frapper. Sandra et Tola s'habillaient rapidement et partirent avec elle, leurs talons claquant doucement sur le carrelage du couloir. « Demain, on trouvera un moyen d'appeler sa mère, » dit Skolola en serrant le papier dans sa main. « Si seulement on avait un téléphone, » soupira Anita. « Mais on fait ce qu'il faut, je le sais. » La pièce retomba dans le silence. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elles avaient un plan, et elles n'allaient pas abandonner. L'air de la nuit était froid et calme lorsque Skolola et Anita rampèrent hors de leur lit et suivirent discrètement les filles et Madame Chioma. Elles avançaient prudemment, éclairées par une petite lampe torche enveloppée de cellophane rouge pour adoucir le faisceau. Leur cœur battait fort à chaque pas. Le chantier interdit derrière l'école était sombre et isolé. Les hautes herbes ondulaient dans la brise, et quelques outils rouillés gisaient çà et là. Un mur de blocs effondré servait de passage secret vers l'extérieur. Skolola et Anita se cachèrent derrière une pile de brouettes abandonnées, observant les autres se faufiler par un étroit trou dans la clôture et disparaître sur un sentier de brousse. Elles les suivirent accroupies, retenant leur souffle. Elles n'osaient plus allumer la lampe. Peu à peu, leurs yeux s'habituèrent à l'obscurité, et le chemin leur apparut plus net. Après une dizaine de minutes à marcher ainsi, elles aperçurent un SUV noir brillant garé sous un grand manguier. Un homme en sortit, vêtu d'un élégant boubou blanc et ajustant sa montre en or. Il paraissait âgé, sans doute vers la fin de la cinquantaine, avec une barbe épaisse et un ventre proéminent. Madame Chioma s'avança. « Bonsoir, chef, ce sont les filles. » Les yeux de Skolola s'écarquillèrent. Elle donna un coup de coude à Anita et murmura. « Écris ce nom. Juste chef. » « Mais on pourra peut-être retrouver la plaque plus tard, » répondit Anita en griffonnant dans son carnet. L'homme eut un petit rire satisfait. « Bien, j'espère qu'elles sont bien entraînées. »« Elles connaissent les règles, monsieur, » répondit Madame Chioma. Alors que les filles montaient dans le SUV, Skolola se pencha légèrement pour voir la plaque d'immatriculation. Son cœur battait à tout rompre. « Tu la vois » souffla-t-elle. « Oui, » répondit Anita. Elle nota rapidement le numéro, juste avant que la portière ne se referme et que le moteur gronde plus fort. Le véhicule démarra, soulevant un nuage de poussière. « Prosodi, right » Skolola et Anita se précipitèrent à travers les buissons, rampèrent sous la clôture et se glissèrent dans l'auberge par la fenêtre de la buanderie. Leurs mains étaient écorchées, leurs jambes couvertes de poussière, mais elles n'y prêtèrent pas attention. À l'intérieur de la chambre, Skolola sortit un petit téléphone emprunté plutôt à une élève de terminale, en échange de 2 tourtes à la viande. Elle composa le numéro trouvé dans le journal de Tola. Une sonnerie, 2 sonneries, puis la ligne coupa. Elle réessaya, même résultat, injoignable. Elles s'assirent sur le lit, découragées. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Anita. Skolola soupira. « On attend. Peut-être qu'elles reviendront avant l'aube. Sinon, on réessayera demain. » Encore vêtues de leurs chemises de nuit, elles restèrent allongées, fixant le plafond, l'esprit assailli de questions. Peu à peu, le sommeil les gagna. Le lendemain matin, les cloches les réveillèrent en sursaut. Les oiseaux chantaient derrière les fenêtres, et le bruit familier des filles se préparant pour la dévotion matinale emplissait l'air. Skolola se frotta les yeux et se redressa, puis s'immobilisa. Anita, en se levant, eut le même réflexe. Les lits de Sandra et Tola étaient parfaitement faits. Elles n'étaient pas rentrées. Leurs regards se croisèrent, un éclat de peur dans les yeux. Dans la cour, sous le soleil du matin, les élèves du Glorious Future Girls College entraient dans la salle de rassemblement. Skolola et Anita restèrent à l'écart, scrutant la foule, priant pour apercevoir Sandra et Tola. Mais elles n'étaient toujours pas là. Toute la journée, Skolola fut incapable de se concentrer. Son stylo tapotait nerveusement sur son cahier, ses yeux se posant sur la porte à chaque fois qu'elle grinçait. Anita ne valait guère mieux. Elle fixait le tableau d'un regard vide, feignant d'écrire alors que son esprit vagabondait. Quand les cours se terminèrent et qu'elles regagnèrent l'auberge, un silence lourd les accompagnait. Entrant dans leur chambre, elles furent frappées par la même image. Les lits de Tola et Sandra restèrent intacts, leurs affaires exactement là où elles les avaient laissées.
Ce soir-là, Madame Chioma était dans sa chambre. Elle ne dit pas grand-chose, se contentant de hocher la tête aux filles qui passaient. Mais quelque chose avait changé chez elle. Ses pas étaient plus lents, ses yeux agités. Elle ne cessait de vérifier son téléphone et de soupirer. Dans l'obscurité, après l'extinction des lumières, Anita murmura depuis sa couchette. 3 jours, Skolola. Elles sont parties depuis 3 jours. Je sais que quelque chose ne va pas, vraiment mal, murmura Skolola dans le noir. Je ne pense pas qu'elles reviendront. La voix d'Anita tremblait. On ne peut pas rester là à attendre. Si on ne parle pas, on sera les prochaines. Il faut le dire à quelqu'un, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Le professeur principal, proposa Anita. Skolola hocha la tête. Oui, demain. Le lendemain, à la récréation, elles se glissèrent discrètement dans le bureau de leur professeur principal. Mademoiselle Kem, connue pour être stricte mais juste, faisait partie des rares enseignants qui se souciaient réellement des élèves. Surprise de les voir à sa porte, elle releva la tête. « Skolola, Anita, qu'est-ce qu'il y a ?» Elles entrèrent et refermèrent la porte derrière elles. Les mains de Skolola tremblaient tandis qu'elle serrait le bras d'Anita. « Madame, nous devons vous parler, » dit-elle d'une voix basse. « C'est à propos de Tola et Sandra. » Le visage de Mademoiselle Kem changea immédiatement. « Et elle ?»« Depuis dimanche soir, » répondit Anita précipitamment. « Quoi ?» s'exclama Mademoiselle Kem en se redressant. « Pourquoi personne ne m'a rien signalé ?»« Personne ne le sait, sauf Madame Chioma, » ajouta Skolola. Elles racontèrent tout, les sorties nocturnes à travers la clôture du chantier, le SUV noir et l'homme qu'elles avaient entendu appeler chef. Elles tendirent aussi le papier où Anita avait noté la plaque d'immatriculation et le nom. Le visage de Mademoiselle Kem pâlit. « Vous êtes sûre ?»« Oui, madame, » répondirent-elles d'une même voix. Elle se leva aussitôt, verrouilla la porte et décrocha son téléphone. « Nous allons voir le directeur tout de suite. » Pendant ce temps, dans ses quartiers, Madame Chioma arpentait nerveusement sa chambre. Elle rallumait et éteignait son téléphone depuis des heures. Elle avait essayé plusieurs fois d'appeler le chef sans succès. La panique s'installait. Où étaient passées les filles? Pourquoi ne les avait-il pas ramenées? Malgré tout, elle conserva son masque. Elle marqua leurs noms comme présents sur les registres et salua quelques élèves, feignant la normalité. Mais son cœur battait à tout rompre. Dans le bureau du directeur, Skolola et Anita répétèrent leur histoire. Mademoiselle Kem, debout à leur côté, confirmait chaque détail. Le directeur Aigi, un homme à l'air sérieux d'une 50aine d'années, ajusta ses lunettes sur le bout de son nez et lut attentivement les notes. « C'est une affaire très grave. Nous allons agir immédiatement. » Madame Chioma fut convoquée. Elle entra, tentant de garder son calme. « Oui, monsieur ?» demanda-t-elle.